le Premier ministre doit jouir de la ratification au niveau des deux chambres. Il doit avoir la confiance. Voilà. Donc, au niveau des deux chambres, doit être ratifié par les deux chambres. Donc voilà, c'est-à-dire le gouvernement finalement reçoit une double investiture. D'abord l'investiture de la Chambre des députés et celle du Sénat, ou inversement. Mais finalement, et vous avez aussi souligné le problème de la navette à n'en plus finir tout à l'heure. Mais pourquoi ce bicamérisme alors que, un, on est un État unitaire, deux, on voit qu'on est dans le schéma de bicamérisme égalitaire. Maintenant, pourquoi ce bicamérisme? Quelle est son utilité? Sans compter le fait qu'on a beaucoup plus de chefs maintenant à prendre soin. Et quelle est donc l'utilité finalement et l'efficacité du bicamérisme en Haïti? J'ai l'impression que les gens n'ont pas réfléchi à ça. Ils n'ont pas réfléchi à ça, ils n'ont pas fait pourquoi avoir les deux chambres. Donc, historiquement, et il faut dire aussi que on a pour le contrôle. Il faut dire qu'avec la Constitution de 1806, on avait prévu le Sénat, et qui était vraiment le Parlement monocaméral. J'ai l'impression que les gens n'ont pas réfléchi à ça. Ils n'ont pas réfléchi à ça, puisque le pays a connu le bicamérisme de 1816. Ouais, de 1816 à 1956, sauf la Constitution de 1957. Donc on n'a pas réfléchi à ça. J'ai l'impression qu'on veut prendre le contre-pied. On a vu que Duvalier a signé le Sénat dans la Constitution de 1857, de 1957. Et puis jusqu'à la Constitution du Tanga, sur le Sénat, comme tout ce que faisait Duvalier était négatif, c'est ce que les gens, tout ce que faisait Duvalier n'était pas bon, donc il fallait tout démolir. Donc on est venu avec le Sénat en force. Donc on dit on revient à la tradition, sans réfléchir sur l'utilité de ça, sur l'efficacité de ça. Maintenant, la question est posée. On a vu que les gens qui étaient anti-Duvalier, mais qui demandent maintenant, est-ce qu'il ne faut pas revenir au système monocaméral? Alors, au départ, en 1986, on était anti-Duvalier. On ne pouvait entendre parler de Duvalier. Tout ce que je fais à faire Duvalier, il fallait refaire. C'était une période euphorique. Euphorique et émotionnelle et irréfléchie. Donc, on ne pouvait pas avoir un autre discours, on ne pouvait pas avoir à dire le contraire. Mais on a vu actuellement, je me rappelle, le président Préval à Jacmel a fait une déclaration. Il a dit, mais pourquoi on n'a pas une seule chambre? Il a fait cette réflexion, mais sans prendre position. Et puis, j'ai l'impression qu'il voulait ce qu'on appelle en sciences politiques, il voulait faire un ballon d'essai. Pour lancer le débat. Et pour lancer le débat. Mais maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'il nous faut, Haïti qui est un État unitaire, est-ce qu'on a besoin de parlements bicaméral? Est-ce qu'on a besoin de ça? Si on veut changer le régime politique, la tendance, c'est qu'on dit maintenant il faut supprimer le corps du Premier ministre. On va faire un régime présidentialiste. Maintenant, est-ce qu'il ne nous faut pas tout de suite passer à un monocaméralisme? Avoir une seule chambre. Si on veut faire quelque chose, nous devons poser cette question-là. Au moins cette question mérite d'être sur la table. Ah, devant sur la table. Pas seulement le Premier ministre, mais les deux chambres. C'est pourquoi j'avais souhaité un changement de constitution en dehors du Parlement. Le Parlement, aucun Parlement n'accepterait qu'on change de constitution comme ça. À ce moment, on sortirait du cadre classique de l'amendement. Là, on est en dehors de la voie parlementaire qui est tracée pour l'amendement, parce que comment demander à un parlementaire de se soumettre là, d'amoindrir ses pouvoirs. C'est comme se tirer une balle dans les pieds. Il ne faudrait jamais faire ça. Moi, quelqu'un m'avait approché du maître Dorval. J'avais dit une fois, il y avait deux voies pour modifier la Constitution. Il y a la voie classique, la voie parlementaire qui est prévue par la Constitution, qui est compliquée. Il y a la voie extra-constitutionnelle, donc extra-parlementaire. Et puis, il y a un député qui m'a dit, maître Dorval, vous n'avez pas des voies extra. Qu'est-ce qu'on demande là? La question est de savoir maintenant, est-ce qu'on peut faire? Ils m'ont dit que, le député m'a dit, mais devant nous avons des pouvoirs en main, vous nous demandez de nous dessaisir de nos pouvoirs. Comment nous demander à nous de nous dessaisir de nos pouvoirs? Et je comprends, c'est normal.
Il y a un député qui m'a dit ça, de cette législature-là, qui m'a dit, mais Doval, j'ai vu le député Tardieu venir avec une question d'amendement. Mais qu'est-ce qu'il va faire l'amendement Tardieu? Mais il veut passer à un régime présidentiel. Il veut réduire les pouvoirs, nous priver de nos pouvoirs qu'on nous demande. Et vous avez les pouvoirs du Parlement sont utilisés pour des questions de chantage. Donc vous avez vu, pour des questions de chantage, nous devons bien réfléchir pour savoir quel type de régime il nous faudrait. Moi je suis certain qu'on doit supprimer le poste du Premier ministre, mais nous devons réfléchir. Est-ce qu'il nous faut un bicameralisme? Vous avez Israël. Israël a une seule chambre. La Knesset. Il y a d'autres pays. Tout récemment, le Sénégal a pris la résolution, a pris la même décision de supprimer le Sénat. Et il faut faire un changement de constitution. Le changement de constitution a été soumis à référendum. Le président a été réélu sur la constitution. Le débat est en train d'être fait en Haïti. Nous devons dépasser cette question. Dès lors qu'on parle au roi, c'est Duvalier. Duvalier, le pays n'appartient pas au Duvalier. La pensée, on ne peut pas ramener la pensée à Duvalier. Le professeur Destin-Jean a ses positions sur la Constitution. Moi, j'ai les miennes. Il y a d'autres qui ont les miennes. Nous devons nous entendre. Nous devons voir ce qui se dit. Il ne faut pas voir que dès lors qu'on dit on est contre le pays, on est contre tel, on est pour tel. Ce n'est pas ça. Ce qui nous intéresse, c'est le pays. Nous avons un système qui bloque le pays. Ça ne peut pas marcher. Et pour faire le changement souhaité, ça doit partir de la Constitution. Ce qu'il nous faut, ce que les gens nous comprennent, Haïti a un problème d'État. L'État ne fonctionne pas. L'État n'est pas au service des citoyens. L'État n'est pas au service de la nation. Nous devons organiser l'État, réorganiser l'État. Pour réorganiser l'État, nous devons revoir le droit de l'État, qui est le droit constitutionnel. C'est l'État qu'il faut organiser d'abord. Nous avons besoin d'un État au service des citoyens. Un État qui est fonctionnel, qui est là pour servir l'intérêt général. Mais pour faire cette réforme d'État, il faut voir le droit de l'État. Le premier droit de l'État, c'est la Constitution. La Constitution. Le contrat social. Le contrat social. Tout ce qu'on parle de ceci, voilà, c'est là qu'il faut faire. Tout qui se fait, on dit il faut que les gens se réunissent. Pour moi, la démocratie, à ce moment-là, dans ce contrat-là qu'on va avoir, on va respecter, et le jeu qui se fait à l'intérieur de ça, il ne peut pas être contrairement à ce qui se dit. Dans ce pays, il ne peut pas avoir une seule vision. Il ne peut pas avoir, quand on dit qu'il faut un programme national, on trompe les gens. C'est pas la pensée unique. C'est la pensée unique. Mais je me rappelle, je suis arrivé en France, Chirac, Mitterrand voulait avec un plan pour 25 ans. Chirac n'était pas d'accord. Moi j'ai vu la discussion se faisait en France, pour avoir un plan de 25 ans. Chirac a dit à Mitterrand, mais si on a un plan pour 25 ans, mais comment je vais me différencier par rapport à vous quand je vais aux élections? Vous êtes de gauche, vous avez votre vision de gauche, moi je suis de droite. J'ai une vision de droite. Donc comment vous me demandez d'accepter votre position? Dans ce pays, j'ai l'impression qu'on veut revenir à la pensée unique dans ce pays. La démocratie n'est pas le consensus à tout. Le consensus sur les textes, on est d'accord sur ça. La démocratie, c'est une majorité de l'opposition. La démocratie, c'est ce qu'on appelle le dissensus majoritaire. Il y a une dissensus majoritaire. Ce n'est pas le consensus, tout le monde pense la même chose, on est frères, c'est pas vrai. Même des jumeaux, ils ont des difficultés, ils ont des problèmes entre eux. Même chez moi, j'ai vu, j'ai assisté à ça. Même dans une famille, il y a des oppositions. Et le droit résout le problème. Le droit toujours prévoit. Principe, exception. Ouais. On se marie, le droit prévoit le divorce. L'exception confirme la règle. L'exception confirme la règle. Et il y a quelqu'un qui dit maintenant l'exception infirme la règle.
J'ai lu un livre là, Principe juridique. Donc maintenant, penser que tous les Haïtiens vont penser la même chose, on se trompe. Et j'ai entendu parler de système. Les gens ne savent pas ce qu'on entend par système. Le système, c'est son ensemble d'éléments interreliés. Mais vous voulez détruire ce système, mais par quoi vous allez le remplacer? Mais c'est l'État qu'il faut organiser. Il faut dire, il y a un État qui ne fonctionne pas. Il faut voir au niveau de la Constitution, il faut voir de l'administration publique. Il faut voir, moi je prends l'État régional. Un État unitaire régional. Nous avons un État, vous avez le pouvoir central, avec des régions. Vous avez des régions, la région du Nord, la région du Sud, la région de l'Ouest. Même les universités dans les régions. Moi, je vais dire quelque chose. Je suis université d'Haïti. Mais l'université d'Haïti doit être transformée en université de l'Ouest. Il y a l'université du Grand Nord, l'université du Grand Sud. Le pays est bloqué. Il faut décentraliser le pays. Mais nous devons organiser la décentralisation. Nous devons supprimer les AZEC, les AM, les AD, les CD. Nous devons revoir ça. Moi, je suis pour qu'on transforme la section communale en commune. Nous aurons comme collectivité de base la commune. Après, vous aurez la région. Je ne sais pas ce qu'on va faire avec les départements, on verra. Vous avez des grandes régions avec des pôles de développement qui auront des pouvoirs aussi réglementaires, qui pourront aussi prélever des taxes et impôts de la région. On aurait des universités, quelqu'un qui est au Cap Haïtien, à Port-au-Prince, ou bien au Cap Haïtien, peut dire, bon, je suis à Port-au-Prince, je vais étudier à telle université dans le Nord. Je suis à Port-au-Prince, je vais étudier à telle université. Je prends l'agronomie. L'agronomie, on pourrait dire maintenant, on va l'agronomie de la Tibonite. On va faire ça au département du Centre. Vous avez compris? Donc pourquoi? Il faut penser l'État, il faut penser l'organisation du pays, il faut penser comment former les gens. L'Université d'Haïti ne peut pas accueillir, il y a une demande de formation, il y a un besoin de formation. Les gens en demandent, il y a beaucoup de gens. Le niveau de la licence est dépassé, il faut aller plus loin que ça. Il faut réorganiser l'université. L'université d'Haïti ne peut pas accueillir tous les Haïtiens. C'est l'État qui doit donner, qui doit assurer l'éducation des gens. Ce n'est pas le secteur privé, non. D'abord l'État. Les secteurs privés vont venir, vont participer à ça. Mais d'abord l'État. Mais il y a une seule université d'État. L'offre publique doit être disponible. Moi, j'étais à Aix. Il y a 3 universités à Aix. 3 universités. Vous avez l'université de droit, d'économie et des sciences. C'est l'université MD. Il y a l'université des sciences économiques, seulement. Il y a l'université qui est lettres et sciences humaines. Bon, mon question lettres, ce n'est pas l'école normale qui doit faire. Il y a l'université des lettres, la faculté des lettres, il y a l'école normale, les gens de l'école normale, après l'école normale peuvent venir faire les lettres. Bon, ce n'est pas l'école normale qui remplace la faculté des lettres. Donc tout ça, même les sciences humaines, vous avez faculté des sciences humaines, vous avez ethnologie, vous avez IERA, vous avez... Mais pourquoi moi, à Aix, il y avait une faculté des sciences humaines, vous avez tout ça, la sociologie, la linguistique. On fait tout ça, il faut assembler tout ça. Donc, à ce moment-là, nous devons revoir l'architecture universitaire dans l'organisation de l'État. Ouais? Donc, la décentralisation, c'est important. Donc, on ne peut pas tout centraliser. Donc, il y a un chantier. Le chantier à faire. Il faut avoir des centres de recherche. Mais pourquoi? Il y a un effort qui est fait au niveau universitaire. C'est suffisant. Actuellement, le niveau minimum pour quelqu'un, c'est Master 2. Master 2. Mais pourquoi on ne peut pas avoir une maîtrise en droit public à la fac de droit? Vous avez une maîtrise en droit privé à la fac de droit. Les gens demandent, les gens veulent de cette formation. Il y a beaucoup de gens qui investissent leur argent. J'ai vu beaucoup de jeunes qui étudient, qui veulent voyager, qui veulent aller. Je salue entre-temps Maître Olivier qui est actuellement à Bayonne et d'autres qui vont faire des études. Donc maintenant, nous devons organiser l'État et ça demande, nous devons organiser l'État, les trois pouvoirs, pouvoir exécutif avec son Premier ministre,
le président, une fois élu, nomme son président, nomme son gouvernement, ses ministres. Il n'y a pas de premier ministre. Et puis, pourquoi? Le Parlement, avec une seule chambre, qui contrôle l'action du gouvernement, qui fait des lois, qui participe à l'élaboration des lois, et qui reçoit, parce que l'exécutif aussi dépose des projets de loi. Et puis vous avez le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire ne doit pas faire de la politique. Le pouvoir judiciaire n'est pas un pouvoir politique dit Montesquieu. C'est le seul pouvoir qui doit être indépendant. D'après, je vous dis ce que dit l'esprit des lois. C'est un pouvoir nul, dans le sens d'être un pouvoir neutre. Parce que toutes les questions juridiques, toutes les questions peuvent être portées devant le pouvoir judiciaire. C'est le seul pouvoir qui doit être indépendant d'après Montesquieu. Montesquieu vous dit maintenant, les deux pouvoirs politiques, exécutifs et législatifs, sont appelés à aller de concert. Vous savez que j'ai lu dans Debache qui qualifie le pouvoir présidentiel aux États-Unis, le régime présidentiel aux États-Unis, contre le régime de collaboration. Regardez, aux États-Unis, le président, vice-président du Sénat, le vice-président et le président du Sénat. Vous avez vu les ministres qu'on peut appeler par devant le Sénat. Vous avez vu? Donc, il y a des attributions dont est investi le Sénat. Donc, il qualifie ce régime de régime présidentialiste, d'après Charles Debache. Et on a vu, contrairement à ce qui se dit, et vous avez vu comment ça fonctionne. Donc, vous avez vu comment demander. Et j'ai compris pourquoi ils ont fait en sorte que c'est le vice-président qui est le président du Sénat. J'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre. Je dis maintenant, comme Montesquieu, le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Mais le pouvoir judiciaire ne doit pas faire de la politique. C'est pourquoi maintenant, quand on avait dit maintenant le président de la Cour de cassation, le président de la Cour de cassation, quand on avait dans l'amendement constitutionnel enlevé cette compétence au pouvoir, au président de la Cour de cassation, de remplacer provisoirement le président de la République dans la vacances présidentielle, j'étais d'accord. Mais quelqu'un m'avait dit, mais Doval, le pouvoir le plus stable est le pouvoir judiciaire. Mais à ce moment-là, on fait du président de la Cour de cassation un candidat potentiel au poste de président. Et une menace aux yeux du président. Une menace aux yeux du président. Et aussi on politise la fonction judiciaire. Alors que le pouvoir judiciaire doit être en dehors de la politique. Parce que si le pouvoir judiciaire fait de la politique, la politique, c'est le lieu de conflit. C'est le lieu de conflit. C'est le lieu de, comme dit un auteur, c'est le lieu de coup bas. Le juge est un personnage moral. C'est le lieu de conflit. Vous allez voir le lieu même. Bon, il y a même le lieu même de la mort. C'est tellement il y a des conflits, de la violence. Il y a un professeur qui a dit tout ça, ce qu'il a dit. La politique est faite de division. Mais on ne peut pas faire entrer les juges dans une situation de division. On le sait tous, la politique est un sport de combat. De combat. C'est un combat. On ne fait pas de cadeau. On veut vous éliminer. La violence peut intervenir. On peut vous tuer. Mais le juge doit être là. Et toutes les questions peuvent être portées devant le juge. Toutes les questions, sans distinction. Sans distinction. Donc le juge ne doit pas être partisan. Le juge ne doit pas être partisan. Il ne doit pas être dans la politique partisane. Ah, mais je suis il doit pas être membre de parti politique. Je suis entièrement d'accord aussi avec Debac et Montesquieu, d'autant que on l'a pu observer à plusieurs reprises en cas de fait majoritaire, quand la majorité présidentielle coïncide avec la majorité parlementaire, à ce moment, le Parlement ne joue plus son rôle de contre-pouvoir. Donc, voilà. Professeur Montferrier Dorval, on a pu observer dans certains régimes bicaméraux que le mode d'élection n'est pas le même pour les deux chambres.
C'est le cas en France et un peu partout ailleurs. D'ailleurs, j'ai pas beaucoup d'exemples en tête où les modes d'élection sont les mêmes. Non, c'est pas les mêmes. Regardons en Grande-Bretagne, il y a par exemple la Chambre des Lords, mais il y a des low lords, il y a des lords, même des lords héréditaires. Tout à fait. Et pourtant, au niveau de la Chambre des communes, ben, on sait comment se passe l'élection. Pourquoi? Hier, il y a eu l'élection de la Chambre des communes. Bien sûr. Pourquoi en Haïti, les constituants de 1987 ont prévu le même mode d'élection pour les deux chambres, le suffrage universel direct? Est-ce que ça encore ne fait pas problème? Et maintenant, qu'est-ce qui justifie le fait que parfois l'on dit que la chambre, alors le Sénat, c'est la chambre des sages? Si, par exemple, déjà, ils ont le même mode d'élection, finalement, qu'est-ce qui les différencie? Mis à part les quelques exceptions qu'on a vues en ce qui concerne les fonctions. Le Sénat particulièrement. Il n'y a rien. J'ai l'impression, c'est tout le problème, oui. Bon, nous avons, je pense que nous devons sortir de la façon dont on a choisi les membres de l'Assemblée constituante. Pour moi, on a choisi par élection. Il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas la compétence pour être membre de l'Assemblée constituante. Et j'ai lu dans Georges Michel, il y a l'amphi a dû nommer 20, parce qu'il y a eu 20 carences, parce que 41 élus par arrondissement, il y avait 41 arrondissements, et 20 nommés. Et pour faire ce travail, ouais, vous êtes allé dans le droit constitutionnel comparé. Pour faire la réforme constitutionnelle, en plus des données historiques, des données sociologiques, des données actuelles concernant Haïti, nous devons voir ce qui se fait ailleurs. C'est pas nous qui avons inventé l'État. Et on a vu à l'Afrique du Sud comment il a bâti sa constitution. Avant, il y avait une constitution intérimaire. Hein? Il y avait une constitution intérimaire avant d'avoir la constitution. Le Bénin, pour élaborer sa constitution, on a dû prendre du temps. On a fait appel à des experts. On a fait appel à des experts pour demander ce qu'ils pensent de la constitution. On est allé au droit comparé, voir ce qui se fait ailleurs. Nous autres, pour faire notre constitution, nous devons réfléchir, voir non seulement l'histoire, mais voir aussi ce qui se fait. Des fois, on fait des choses, on ne sait pas ce qu'on fait, et puis on fait les choses, et puis ça va donner des difficultés. Et sans prendre le temps. Et l'Afrique du Sud a expérimenté sa constitution. A fait une expérience d'abord de constitution intérimaire. Et ce qu'on appelle une constitution transitoire. Avant d'élaborer la constitution définitive. Donc maintenant, pour cela, ça demande du temps, ça demande du temps. Pourquoi moi-même, je ne suis pas favorable à ce qu'on appelle une assemblée constituante comme on le faisait en 86. Je suis favorable à une commission d'experts. Pour élaborer un projet de constitution. Par exemple, vous avez quelqu'un qui est, pas seulement des gens qui sont en droit constitutionnel, constitutionnalistes, vous avez des professeurs du droit de différents droits civils, droit privé, droit international, droit international public, et vous avez aussi des historiens, anthropologie du droit, sociologues et politologues. On a besoin de tout ça. Ouais, mais on ne peut pas laisser à n'importe qui le soin d'élaborer une constitution. Sous prétexte, donc on peut faire la démocratie, mais il faut que cette personne sache. Nous devons aller voir ce qui se fait dans les pays scandinaves. Nous devons aller voir dans les pays de l'Est, comme ils ont pu élaborer, par où ils sont passés. Il y a eu la Pologne, il y a eu d'autres pays, comme ils ont pu faire pour élaborer leur constitution. On peut voir l'Amérique latine. L'Amérique latine aussi qui est près de nous. On a eu le cas du Venezuela. Comment Chavez. Donc je pense que le cas du Venezuela, il faut prévoir le référendum révocatoire. Dans un pays comme Haïti, où on demande le départ du président. Maintenant, il faut un mécanisme. Chavez a élaboré, qui a prévu un mandat de 6 ans pour le président. À l'arrivée des 3 années du mandat, des citoyens déterminés par la Constitution, dont le nom est déterminé par la Constitution, peuvent demander la révocation du président. Et je vais prendre l'exemple en Allemagne pour ça. Dans la constitution de Chavez, la constitution de Chavez. On a vu ça sous Chavez. Quand on demandait le départ de Chavez, on a dû organiser un référendum révocatoire. Et Chavez a été, et il y a eu un vote négatif. Chavez n'a pas été renversé. En Allemagne, il y a le système pour le Parlement qu'on appelle la Berufungsrecht. Un groupe de citoyens déterminés par la Constitution peut demander la révocation
la dissolution de la Bundestag. À ce moment-là, on organise la chambre basse. Un référendum. Pour éviter, parce qu'on peut dire maintenant, 500 000 citoyens demandent la dissolution du Parlement. Maintenant, pour éviter qu'une majorité ne décide sur cette question, on organise un référendum, on demande à tout le monde de penser ce qu'il pense. Et puis si maintenant, il y a une majorité qui se dégage, là, on dissout le Parlement, et s'il n'y a pas de majorité, le Parlement est maintenu, mais les gens qui ont demandé la dissolution auront à payer une amende. Aux États-Unis, dans certains États, on prévoit le veto, le recall. Le recall. C'est-à-dire que on peut demander la révocation d'un élu local. Le citoyen peut demander. Mais il y a un mécanisme pour faire ça. Parce que je comprends, vous avez un mandat de 5 ans, vous avez un mandat de 3 ans, de 4 ans. Mais il peut arriver, vous avez ce mandat, on doit respecter le mandat, mais il peut arriver qu'on ne puisse pas vous garder pendant tout ce temps-là. Mais il faut un mécanisme. Sans cette procédure, on aura recours qu'à la rue. Donc je pense que pour éviter ce genre, à chaque fois qu'on demande le départ du président, il y a un groupe de soeurs qui demande le départ du président, on casse tout, on détruit l'économie du pays, je prends le cas, on désargente les professionnels, que ce soit les avocats, que ce soit les médecins, tout le monde, on détruit les entreprises, les petites entreprises, donc on est pénalisé. Donc par conséquent, il y a plein de gens qui ont perdu leur emploi. Il y a plein de gens décapitalisés. Donc maintenant, dans une réforme continue à faire, il faut prévoir ce mécanisme. Si un groupe de citoyens, pendant la moitié du mandat du président, demande le départ du président, maintenant que la Constitution peut prévoir un certain nombre, on dit bon, sous 4 millions ou bien 6 millions, on demande bon, qu'il y ait 500 000 citoyens demandent le départ. Maintenant, on signe, on identifie les personnes et puis si on arrive à arriver à ce nombre, à ce moment-là, on organise un référendum. Et ce référendum décide que le président doit partir, ou bien tel candidat, tel élu doit partir, ou bien le Parlement, voilà, et puis on organise, à ce moment-là, on organise. Donc, je pense que là, on a un mécanisme qui est très démocratique, mais qui évite au pays la situation qu'elle a connue pendant tout ce temps-là. Le pays qui est bloqué. Et puis, on pense qu'on va avoir du temps. Mais je pense que c'est pourquoi nous, le point de départ de tout changement, passe par la réforme de la Constitution qui est le droit de l'État. Et vous plaidez déjà pour la formation d'un comité, d'une commission d'experts. C'est-à-dire pour vous, la légitimité démocratique à elle seule ne suffit pas. Il faut aussi la légitimité expertale. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que là, nous ne devons pas. Je comprends aussi. Parce qu'il faut faire appel à des gens compétents. Il faut garder une certaine sérénité. On peut consulter les autres personnes. On peut leur demander ce qu'ils pensent. Mais celui qui pilote, ou bien il y a un organe de pilotage de cette réforme constitutionnelle. Mais ce sont les experts, les gens qui ont des compétences dans divers domaines. C'est une équipe multidisciplinaire. Fait appel à des gens. On a besoin même des économistes. On a besoin des logisticiens, économistes. On a besoin aussi des démographes. Même au niveau de la répartition. Moi-même, par exemple, dans la réforme, si on prévoit un État régional, à la manière, c'est pas un État régional, pas un État fédéral, un État régional. Mais à ce moment-là, il faut, comment vous allez répartir la population. Les régions auraient une forte autonomie. Bon, quelqu'un m'a dit qu'il faut même le géographe. Mais pour M. Montferrier-Dorval, d'aucuns pourraient vous dire que le président René Préval avait fait une expérience un peu similaire en 2008 par la mise sur pied d'une commission, on va dire entre guillemets d'experts pour travailler sur la question. Il y a eu des personnes comme Carrie Hector et autres dans cette commission-là. Mais qu'est-ce qui serait différent dans la commission d'experts dont vous parlez? Bon, c'était une commission pour préparer la réforme, pour faire des études
ce n'est pas une commission qui était chargée de faire la réforme constitutionnelle. C'est-à-dire d'écrire, la mission n'était pas d'écrire un projet. Non. C'est vraiment, ils ont consulté les gens, ils sont allés un peu partout, recueilli les déclarations, ils ont produit un rapport. Mais il y a un texte qui a été élaboré, soumetté au Parlement. Je dis, s'il y a un organe qui élabore le texte, une commission qui élabore le texte, qui t'a soumettre après au référendum. Mais il faut prévoir le référendum. Même le référendum, on peut avoir le référendum constituant. Bon, il y a des référendums législatifs. Il y a des référendums locaux aussi qu'on peut organiser. On organise des référendums locaux. Par exemple, on peut, sous telle question, on demande à la population ce qu'il pense, on organise un référendum local. Ouais, vous avez donc c'est un véritable chantier et ça demande du temps. Ça demande du temps, de la réflexion. On ne peut pas faire un travail comme ça, rapidement comme ça. Il faut une équipe. Ça demande du temps. Si on pouvait trouver un mécanisme avec une constitution intérimaire, quelque chose d'intérimaire, pour élaborer, on a une transition nous permettant de faire vraiment la réforme constitutionnelle avec, et puis on a du temps pour le faire, et puis pour cela, parce qu'on ne peut pas choisir n'importe qui pour faire la réforme. Ça demande, même nous, il y a des choses qui nous échappent. Nous avons des compétences, certes. Nous avons le gros bon sens, certes. Mais il y a des compétences, il faut apprendre des compétences. C'est un domaine qui relève de la compétence des experts. Donc, par contre, on ne peut pas choisir. Je me rappelle qu'en amphi, j'ai lu dans Georges Michel, qu'en amphi avait dû adjoindre aux 41 élus par arrondissement, donc un par arrondissement. Les gens, ça m'a super étonné. Mais Georges Michel a dit maintenant, ce sont les 20 nommés étaient plus compétents que les 40 élus. Vous avez choisi n'importe qui comme élu. Donc c'est des élections. Oui, ils sont élus. Mais quel est le niveau des compétences de ces gens-là? La légitimité démocratique ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut des compétences. Dorval, c'est ma dernière question. Vous et moi, nous sommes d'accord sur l'établissement d'un régime de préférence monocaméral. Oui, par contre, d'aucuns pourraient vous dire, mais écoutez, n'oubliez pas, messieurs les professeurs, que l'équilibre des pouvoirs, le check and balance, passe aussi par un régime bicaméral. Et maintenant, quel recours si cette chambre unique que vous prenez, finalement, se transforme en chambre d'enregistrement? Que va faire la Chambre? La Chambre va voter, on va atteindre la mission de la Chambre. C'est contrôle exécutif, bon, c'est une mission de contrôle. Législatif, à ce moment-là, si la Chambre prend des lois, il y a un mécanisme de contrôle de constitutionnalité, on peut attaquer les lois. Je suis favorable à ce qu'on donne ce pouvoir aux citoyens. Même s'il y a un filtrage, que les citoyens, comme l'Afrique du Sud, ont le pouvoir de saisir la Cour constitutionnelle, je préfère le terme Cour constitutionnelle, que le Conseil constitutionnel. Maintenant, concernant si c'est justement, il y aura une opposition au sein des chambres. Il y aura une opposition des chambres, et cette réforme va demander aussi qu'on organise les partis politiques. On ne peut pas avoir tous ces partis-là. C'est trop. Cela passe aussi par la structuration des partis politiques. Maintenant, il y aura une majorité qui soutient le gouvernement. Il n'y a aucune anomalie pour nous. Qu'une majorité soutient le gouvernement. Mais il faut que cette majorité soit organisée. Maintenant, il faut l'opposition. L'opposition est dans l'arme, qui va attirer les gars, qui vont alerter. C'est l'opposition qui va alerter. C'est ça l'opposition qui va alerter. Donc, peut-être qu'il n'y aura pas une opposition, contrairement à ce que les gens disent dans le pays. Pour moi, il y a des oppositions. L'opposition est plurielle. Elle est plurielle. Et puis, ça ne veut pas dire que l'opposition doit penser la même chose. Vous pouvez voir, telle opposition peut voter dans le sens du pouvoir, et telle autre, des fois, il peut différemment. Ça dépend, il y a des sensibilités. C'est parce qu'on est dans l'opposition, on fait obstruction à tout. On peut s'abstenir, mais on peut, des fois, il y a des votes avec la majorité qui est sur le gouvernement. D'autant plus que vous n'allez pas dans un système où vous allez avoir un premier ministre ou vous renverser. Moi, je suis favorable à ce que les ministres soient questionnés, soient même interpellés par le Parlement. Donc l'opposition peut faire ce travail. Donc il faut que l'opposition soit organisée. Même dans le temps, je me rappelle, j'étais à la fac, quand il y avait le phénomène Le Rouge, j'ai connu cette époque, Le Rouge, qui était candidat au Cap haïtien, et les Capois ont imposé Le Rouge comme député. On a tout fait pour que Le Rouge ne soit pas élu. On a envoyé en face de Le Rouge
un type qui est très brillant, qui était très bien vu dans le milieu capois, c'était vraiment, il était préfet sous Duvalier, Vixamar, il était une belle tête intellectuelle. Et le Rouge, j'ai connu cette période, donc on a vu, on fait la guerre aussi, on a dû interpeller. Maintenant, il faut que l'opposition soit au Parlement. L'opposition ne peut pas être seulement dans la rue. L'opposition doit être dans les institutions. C'est pas parce que vous êtes dans l'opposition que vous devez rester en dehors. En dehors, vous êtes aussi, vous exercez le pouvoir parce que vous êtes dans l'opposition. L'opposition n'est pas un statut permanent. Ce n'est pas un statut permanent. On fait de la politique pour prendre le pouvoir. Bien sûr, avec des convictions. Il faut vous préparer pour prendre le pouvoir. Donc, par conséquent, l'opposition va faire le travail. Moi, je n'ai pas peur pour ça. Et on va trouver des mécanismes. Je dirais maintenant qu'il y aura, moi je suis pour un régime présidentialiste encadré, juridiquement encadré et juridictionnellement encadré. Quand il y a une loi liberticide, une loi qui est contraire aux libertés, qui met en péril la souveraineté de l'État, il faut permettre aux citoyens d'attaquer. On va venir avec le pouvoir réglementaire qu'on va attribuer à l'exécutif. Maintenant, ce pouvoir réglementaire sera encadré juridictionnellement. Donc, si l'exécutif prend un décret et on considère que ce décret porte atteinte aux droits fondamentaux, on peut contester ce décret par devant le Conseil, par devant l'organe constitutionnel compétent. Donc, à ce moment-là, on va mettre des balises. Mais on ne va pas tout bloquer. Le président, pour moi, une fois élu, doit pouvoir former son gouvernement. Ils ne sont pas bloqués par le Parlement. Ce n'est pas au Parlement de dire à l'exécutif ce qu'il doit faire. Contrairement à ce que je vois, comme dit Maurice Duverger, si tu dois me dire ce que vous devez faire, tu dois me retirer. Ce n'est pas votre place. Votre place, vous êtes là pour me contrôler. Vous n'êtes pas là pour me dicter une politique. Je dois venir avec une politique. Et vous censurez cette politique. Vous contrôlez cette politique. C'est l'exécutif qui doit venir avec une politique. Le Parlement est là pour contrôler. Le Parlement ne doit pas être là pour imposer une politique au gouvernement. Sinon, ce n'est pas un gouvernement. Donc, comme dit Aristote, le pouvoir d'action appartient à l'exécutif. Le pouvoir de délibération et de contrôle appartient au Parlement. Donc, on ne va pas inverser les choses. Il faut que le gouvernement gouverne. Actuellement, on ne parle plus. Actuellement, il y a des auteurs qui parlent non pas de pouvoir exécutif, ils parlent de pouvoir gouvernemental. On ne parle plus de pouvoir législatif, on parle de parlement, pouvoir de parlement. Et le pouvoir judiciaire, on parle de pouvoir juridictionnel. Parce qu'il n'y a pas que le pouvoir judiciaire. La justice n'est pas que judiciaire. C'est ce que je dis à mes étudiants. La justice est à la fois judiciaire, elle est à la fois administrative, c'est la Cour des comptes, elle est à la fois électorale, elle est à la fois financière, avec la chambre des affaires financières, pour la question des charges, elle est aussi constitutionnelle. Et vous avez une autre justice qui n'est jamais appliquée en Haïti, c'est la justice politique, à travers la haute cour, qui n'est jamais appliquée. Même la question de la haute cour, on doit poser la question de la haute cour. Est-ce qu'on ne peut pas faire que tous les gens relèvent des tribunaux ordinaires? Le débat est là. Parce que vous avez une autre cour qu'on ne peut pas faire fonctionner. Et vous avez la question des charges qu'on doit aborder aussi dans la loi constitutionnelle. Vous avez vu quelqu'un qui a servi l'État, dont les biens sont hypothéqués, qui ne peut pas exercer aucune fonction politique parce qu'il n'a pas de décharge. Il était ministre, soit la Cour des comptes ne donne pas de décharge, soit le Parlement, j'ai jamais vu ça, que le Parlement donne des décharge depuis tout ce temps-là. Je me rappelle une fois, un Premier ministre a eu, en 2004, je crois qu'il a eu des charges du Parlement. Tous les décharges qui ont été déployés, c'est sur la base du décret, en l'absence du Parlement. Décret. Tous les gens qui ont pris des charges, c'est pas un décret. Le Sénat a voté pour que des ministres obtiennent des charges, mais ça a été bloqué par la Chambre des députés. Ce que vous faites là, vous perdez. On rétablit la mort civile dans le pays. Comme a dit mon ami, professeur, qu'on doit penser que vous connaissez très bien, le professeur Patrick Perluit d'Orval, ce n'est pas seulement la mort civile, c'est la mort politique. Quelqu'un qui a fait une mauvaise expérience dans l'État, il a aussi une expérience aussi
On a vu des parachutés dans l'État. Des gens qui n'ont aucune expérience dans l'État. Et puis qui dirigent l'État. Je préfère des gens qui ont déjà une expérience, qui peuvent corriger. Je regarde maintenant le débat électoral pour la présidentielle en Algérie. Tous ces sont des anciens ministres, des premiers ministres qui sont là. Mais c'est eux qui ont l'expérience de l'État, qui connaissent l'État, qui vont éviter des crises à l'État. Mais quand vous prenez des gens qui n'ont aucune compétence dans l'État, qui n'ont jamais travaillé dans l'État, qui ne connaissent pas ce qu'est l'État, qui vont diriger l'État, mais ils vont créer des crises. Parfois même qui n'ont jamais travaillé, même ailleurs. Ailleurs. Donc vous avez ce problème-là. Donc moi je crois, travailler dans l'État, c'est un métier qui s'apprend. Il faut enseigner ce qu'est l'État. Il faut enseigner. Moi j'ai vu, j'avais une amie française qui était étudiante en lettres. Bon, elle était en anglais. Elle m'a dit, elle a eu un cours de droit administratif. En anglais. J'ai compris pourquoi il y a eu le cours. On voulait donner le sang de l'État à ces gens-là. Donc il faut donner le sang de l'État. Moi je suis favorable à une école pour les fonctionnaires, pour les gens qui vont diriger l'État, pour les parlementaires, mais pour devenir président. Il faut savoir ce qu'est l'État, ce qu'est l'administration publique, ce qu'est les relations internationales, la diplomatie. Mais il faut savoir ça, l'économie, tout ça, il faut connaître pour diriger l'État. Le sens du service public. Du service public d'intérêt général. Donc comment faire? Actuellement, il y a l'ENA où j'enseigne le droit administratif, qui relève du ministère des Finances. Il y a, vous avez vu, actuellement, il y a le ministère des Affaires étrangères qui considère maintenant qu'on n'a plus les mêmes diplomates, qui a dû créer une école de diplomatie au ministère. Parce que l'INAGE ne remplit pas la fonction qu'il remplissait auparavant avec les études internationales. Donc, je me demande l'essence politique. Nous devons revoir l'essence politique. L'enseignement de l'essence politique, on a dit. Donc, il faut... Donc, pour moi, pour travailler, sinon on va connaître la crise. Il faut les gens connaître. Bon, regardez le cas de Macron. Macron est philosophe. Macron est fait Sciences Po. Macron est ENA. Édouard Philippe, il est juriste. Il a fait la science politique. Et puis il a fait l'ENA. Ils savent ce qu'est l'État. L'État, c'est un métier qui s'apprend. Il faut savoir ce qu'est l'État. Il faut enseigner l'État. Il faut donner le sang de l'État. Et je me rappelle quelqu'un m'a dit, De Gaulle avait dit quand il a visé l'ENA, qu'est-ce qu'on fait à l'ENA? Et puis on lui a répondu, on donne ici le sang de l'État. Donc on a dit le sang de l'État. Le sang de l'État, le sang du service public, le sang de l'intérêt général. Nous n'avons pas, il nous faut, ça se prépare pour travailler dans l'État. La fonction publique doit être mieux organisée. Il faut payer les fonctionnaires, il faut payer les magistrats, il faut les former. Tout le monde, il faut les payer. Il faut les payer. Sinon, on ne pourra pas aller plus loin. Moi, je crois à la formation des gens. Pour diriger le pays, tout, pour diriger. Bon, je vais plus loin. Mais au niveau de la presse, nous devons poser le problème de la presse. Quelle est la formation des gens qui exercent ce métier? Il faut savoir, mais quelle est la formation des gens? Il ne suffit pas de faire le stage, non. Il faut être dans une école pour former comme voilà. Il faut contrôler la profession. Il y a une note des avocats. Il faut avoir une note des médecins. Il faut avoir une note de la presse. Il faut organiser ça. Nous devons... Mais il faut former les gens. Au barreau, on s'est rendu compte du niveau de formation des avocats. Il y a l'école du barreau. On a fait ça. Il y a des séminaires qui se font comme formation continue. On ne donne pas ce qu'on a. Je crois à la capacité. Je sais que l'homme est perfectible. Mais il faut le mettre dans une situation qu'il soit perfectible. Mais il faut qu'il soit formé. Je me prends l'exemple encore français. Quand j'étais étudiant là-bas, j'ai rencontré quelqu'un qui postulait pour entrer à la poste, à l'office des postes en France. Ou la poste. Vous savez que pour entrer ou aller travailler à la poste, il faut passer un concours. Et le concours, ça se prépare. Il n'y a pas dans un centre de voir ce concours. C'est ce que fait la France. Tout, il faut former. Le concours, la formation, les gens c'est quoi? Tout. Moi, j'ai eu à la fac de droit où j'étais, pour être agrégé
vous allez dans un centre de formation, il y a un centre de préparation pour l'agrégation, il y a un centre de préparation à l'ENA, il y a un centre de préparation pour aller dans l'école, oui, pour aller passer le concours, oui. Vous allez préparer pendant un an, oui, pour aller dans l'école, oui. L'État met à disposition des centres de formation. Vous avez, pour entrer à l'école de magistrature, il y a un centre de préparation. Pour tout, oui, il faut avoir un centre de formation. Il faut le concours. Le concours ne doit pas être un vœu pieux. Et puis ça renforce la capacité des gens. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont que leurs compétences, qui n'ont que ça, qui n'ont pas de parrain, qui n'ont pas de piston, qui n'ont que leur formation. Il faut donner leur possibilité pour qu'ils se forment. J'ai jamais entendu, on parle de problème maintenant. Dans le temps, on parlait même, je prends la BRH, la BNRH à l'époque. Pour aller à la banque, il fallait passer un concours. Actuellement, on n'entend plus parler de concours à la BRH, non, ni à la BNC, non. On ne sait pas, non, s'il y a un concours. Le concours doit être public. Mais pour entrer dans l'administration publique, que dit la Constitution 236, tu peux tirer 2 de la Constitution. La fonction publique est une carrière. Aucun fonctionnaire ne peut y entrer que par voie de concours. Et cela répond aussi au principe de l'égal accès au public, le principe d'égalité devant la loi, le principe d'égalité entre les citoyens. Vous avez compris? Le principe d'égalité des sexes aussi. On a la priorité, quel que soit le sexe. Mais si c'est des femmes qui sont... Voilà, il y a un peu de problème. Donc c'est le concours. Donc moi, je suis pour le concours. Nous devons... Moi, on passe à côté. Je reviens sur ce que je dis. Le diagnostic, l'État ne fonctionne pas. Haïti ne fonctionne pas comme un État, tant sur le plan interne que sur le plan international. Fernandez avait dit Haïti n'est pas un État. Moi, je l'ai vexé comme Haïti. Haïti n'est pas un État. Haïti ne fonctionne pas un État. L'État n'est pas au service des citoyens. L'État n'est pas au service de la collectivité. C'est ça le problème qu'il a posé. Maintenant, il nous faut organiser l'État, mieux l'organiser, de façon à ce qu'il puisse répondre aux citoyens. Mais il faut organiser l'État. Il faut nous former, il faut nous organiser, la formation, les universités. Il y a tout de part. Moi, je prends un exemple. Si on prend le cas de l'embouteillage, des embouteillages en Haïti, à Port-au-Prince seulement, si on se penche sur ce problème, on va résoudre ce problème. Comment demander quelqu'un qui habite la Boule ou Thomas, et puis qui va emmener son ou ses enfants à Saint-Louis, à Delma, ou bien à Saint-Louis, bas de la ville, ou bien à Merlalou. Vous avez pourquoi il n'y a pas d'école où on n'organise pas toutes ces zones-là? Et des fois, on dit maintenant, donc vous demandez le problème d'embouteillage, pourquoi il y a ces embouteillages, pourquoi c'est concentré comme ça, le matin, bon, partout, même à Paris, on trouve ça, mais on essaie d'organiser. Des fois, on dit... Mais parfois aussi, c'est dû à Paris, par exemple, à la grève. À la grève. Et à Paris, c'est la grève. Des fois, on emploie le vélo. Mais aussi, on vous dit, aux États-Unis, on vous dit maintenant, si vous êtes à un endroit, vous ne pouvez pas aller citer l'endroit pour aller à tel autre endroit. Des fois, vous avez vu les Haïtiens qui envoient leurs enfants chez d'autres personnes pendant une semaine, pour faire que l'enfant puisse aller à l'école. Donc, nous devons organiser. Tout ça, ça demande une organisation. Ça demande un aménagement du territoire. Je suis bien content aussi que vous ayez fait une approche holistique de la question, parce que ce qu'il y a, c'est que pour le faire, pour arriver à le faire, il faut aussi des écoles de qualité un peu partout. Mais, professeur Montferrier Dorval, c'est vraiment la dernière question. Avec l'institution de régime monocaméral, est-ce que vous êtes pour que le président ait quand même le droit de dissolution? Ça, c'est un débat. C'est un débat. Moi, ce qu'il nous faut, c'est que quand il y a une crise, il faut pouvoir le mécanisme pour résoudre la crise. À un moment, il faut trancher. On avait prévu une commission de conciliation dans la Constitution. Moi, je n'étais pas d'accord avec la conciliation. Bon, on va pas faire la conciliation. À un moment, il faut trancher. Donc maintenant, avec l'amendement de 2011, maintenant, la mission de la commission de conciliation a été transférée au Conseil constitutionnel. Il faut trancher. Je dirais, c'est un pouvoir qui doit être encadré pour éviter des dérives. Mais quand il y a une crise, il faut dissoudre. Donc il faut le résoudre, il faut résoudre la crise institutionnellement et faire appel à l'arbitrage populaire. Oui, de même que on peut recourir au référendum pour évoquer le mandat du président, de même qu'on peut trouver un mécanisme pour dissoudre
le Parlement. Vous avez compris? Pour éviter, quand il y a un cri, il faut pouvoir résoudre. De façon institutionnelle. Institutionnelle. Regardez aux États-Unis, il y a le problème de pont, c'est de manière institutionnelle qu'on va résoudre. Ouais, il y a l'impeachment, il y a la Chambre des députés qui a mis en branle, et puis maintenant, on retrouve deux chefs d'accusation. Donc il y avait 4, maintenant on a éliminé 2, on reste 2, mais on va faire quelque chose. Bon, Trump sait qu'il ne va pas être destitué parce qu'il a la majorité au Sénat, comme les cas pour Clinton. Clinton, c'est majorité, c'est une voix républicaine qui lui a permis de rester président. Maintenant, il faut un mécanisme, que ce soit pour le président, pour résoudre le problème, il faut trouver un mécanisme pour mettre fin quand il y a un problème, ouais, et pour le Parlement aussi. Il faut prévoir aussi un mécanisme. En un mot, même avec un Parlement monocaméral, il ne faut pas avoir peur du droit de dissolution. Dissolution, oui. Professeur Montferrier Dorval, merci beaucoup. Ça a été pour moi à la fois un plaisir et un honneur de vous avoir à Youris pour l'émission. Ça a été un plaisir. Je suis très content que vous m'ayez invité. Ça a été un plaisir de répondre à votre invitation. Merci. Merci beaucoup. Merci, professeur Dorval.